Bon début de semaine à tous, madame, monsieur. Merci de suivre ce magazine kiosque. Alors, ce matin, nous avons trois sujets. Nous allons d'abord parler de cette mise au point de la cellule de communication du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba-Gombo. Jean-Pierre Bemba-Gombo n'a jamais fait une interview avec un quelconque média depuis sa nomination. La mise au point est donc de sa cellule de communication Altalintox crie à sa cellule de communication. Nous allons donc analyser ce sujet par rapport à la polémique qui a régné le week-end au sujet d'une interview relayée par Jeune Afrique. Autre sujet d'actualité, c'est le 11e sommet des chefs d'État signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba qui s'est tenu à Bujumbura, au Burundi. Le chef de l'État a donc dénoncé des signataires qui ne suivent pas les recommandations, qui ne mettent pas en pratique les recommandations. Il a dénoncé notamment le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo à travers les rebelles du M23. Et aujourd'hui, à Windhoek, en Namibie, s'ouvre le sommet de la SADC. La paix à l'est de la République démocratique du Congo s'invite encore dans ce sommet. Et journée de deuil national, les drapeaux en berne, c'est aujourd'hui 8 mai 2023 en mémoire des victimes du drame de Kaleye au sud Kivu, au suite des inondations et éboulements de terre après les pluies diluviennes. Madame et messieurs, encore une fois, bonjour. Nous avons trois invités. C'est avec eux que nous allons analyser l'actualité de ce jour. Le premier invité, c'est Claude Molichou. Bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à tout le monde, surtout à ceux qui nous encouragent pour ces débats, les débats républicains et débats rationnels, débats de vérité. J'ai dit bonjour également à ceux-là qui vous allez présenter juste après, parce que nous sommes là pour construire ce pays. Nous devons éviter les mensonges, la vérité, l'élimination comme justice. Merci de l'invitation. Et à côté de Claude Molichou, il y a Tité Liongui. Bonjour Tité. Merci Gisèle de nous associer à cet exercice de redevabilité. Il est important que nous puissions réfléchir. Je l'ai toujours dit, lorsque les intellectuels réfléchissent, on donne l'opportunité à ma population, à mon peuple, d'avoir une idée sur le lendemain. Mais à ce que vous savez, aujourd'hui la République démocratique du Congo a plus besoin de cohésion, a plus besoin de neutralité parce que le pays est menacé. Et lorsque le pays est menacé, il faudra que nous tous puissions mettre nos efforts ensemble pour défendre le seul bien commun que nous avons, qui s'appelle la République démocratique du Congo. Alors tout au début, là, vous êtes en train de parler par rapport, vous exprimez vos inquiétudes par rapport à la cellule de communication du chef d'État. Vous voulez dire quoi? Pardon? Tout au début, avant l'émission, vous étiez en train d'exprimer vos inquiétudes, par rapport à la cellule de communication du chef d'État. Par rapport à sa petite dans l'antichambre, comme vous voulez, on peut pratiquement en parler. Nous avons appris depuis le vendredi qu'il y a un redressement. La présidence de la République comme une chambre privée, je parle bien du bureau privé qui a accepté de réduire les trains de vie de la présidence, a réduit un certain nombre de journalistes, 30, mais parmi lesquels, sincèrement, j'ai eu mal de voir un certain Freddy Chiyoyo, quelqu'un qui a fait la campagne pour le chef de l'État, la campagne, quelqu'un qui a souffert. Du coup, les gens qui n'ont pas souffert, qui sont venus à quelques semaines de l'organisation du scrutin présidentiel, je crois que ça va légèrement réduire, froisser, parce que tous ces mondes-là sont des pères de famille, ils ont des cousins, ils ont des mines. Est-ce que croyez-vous qu'avec les 30 journalistes qu'on a accepté de mettre à côté, vont réellement la situation va pallier à cette raison? Je crois qu'il y a certaines histoires que, au niveau du chef de l'État, j'ai toujours été dur lorsque le service du chef de l'État agit sans précipitation, parce que connaissant Félix Tshisekedi comme père de famille, comme un leader politique, je vous dis sincèrement, je ne pense pas qu'il est au courant de ça. Et lorsque on arrive à traiter des choses comme ça qui risquent de compromettre aux avancées, à ses intentions, nous, en tant que des intellectuels, sincèrement avertis, nous disons, il faut faire très attention. Nous n'avons que ces messieurs comme acteurs principaux qui résistent, je dis bien, face aux vents et marées, face aux pressions extérieures. Les rares Congolais, à l'instar de Lumumba, qui peuvent dire à Macron non, qui peuvent dire à la communauté nationale non, c'est Félix Tshisekedi. Mais face aux erreurs,
face à ces histoires-là qui risquent de compromettre sa personnalité, je crois que le directeur de cabinet et les responsables de la communication doivent toujours faire appel à l'intelligence, à la sagesse, interpeller, parce qu'il y a les gens qui ont risqué leur vie, il y a les gens qui ont tout fait aujourd'hui. On le met ailleurs. Il y a des ministres, j'ai fini par là. Vous savez qu'au sein du cabinet du chef de l'État, il y a eu des conseillers principaux et consorts. S'il faut que le chef de l'État puisse se débarrasser de, c'est très facile. On place quelque chose là au niveau du mandataire pour le placer. Il y a l'RTNC, il y a ACP et consorts. On pouvait classer ces gens-là. Quelques-uns d'ailleurs. Mais je parle de Freddy Chiyoyo, je cite bien son nom. Un jeune garçon que je connais depuis CBS. On les a recrutés, nous les avons accompagnés. Et aujourd'hui, à TVS1, il a perdu son travail chez Mouzito parce qu'il soutenait l'UDPS, il soutenait la candidature de Félix Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça qu'il faut toujours payer les gens qui donnent de leur mieux pour soutenir mon président, mon frère? Et c'est là où je ne veux pas que le service de sécurité, avant qu'une décision pareille puisse être prise, que les intelligences puissent être mises en contribution. Merci, Titi. Alors, le troisième invité, c'est P. Gérard Elenga, monsieur l'administrateur. Bonjour. Bonjour, madame Gisèle. Bonjour, monsieur Tito. Bonjour. Bonjour, mon ami, frère et confrère Claude Molis Choukayembe, que j'aime beaucoup. Bonjour, P. Gérard. Un kabiliste de l'aile dure, là, qui ne cède pas par rapport à ses convictions. Bonjour également à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent par rapport à cette émission. Moi, je quelques biscuits, s'il faut le dire ainsi. Mais même si c'est retenu comme sujet, on va en parler. Mais laissez-moi avant toute chose m'incliner devant la mémoire de nos frères et sœurs qui sont victimes de ces inondations qui se sont passées au niveau des sites Kivu-Calais. J'ai suivi ce matin, le bilan provisoire s'élève à 400 personnes. 400, je dis bien. Et on dit bien c'est un bilan provisoire. Et ces 2 derniers jours, je suis resté dans ma chambre, j'ai demandé à Dieu, qu'avons-nous fait? Quel est le problème que nous avons, mon Dieu? Kagame tue, des injustices au niveau du complot international, des morts par-ci, par-là, et encore des morts par des catastrophes naturelles. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis chrétien, on nous dit souvent que dans toutes circonstances pareilles, il faut rendre grâce et gloire à Dieu. Nous nous inclinons devant sa mémoire et nous disons que les âmes de nos frères et sœurs là qui viennent de partir comme ça, que Dieu puisse les accueillir auprès de lui. Deuxième mise au point par rapport à ce que Tito a dit. Vous savez, je ne sais pas si je suis la personne la mieux placée. Freddy Chiyoyo, c'est un frère, un beau-frère, un confrère, un ami avec qui nous avons de liens. Et ça, c'est peut-être ce que j'ai toujours reproché au directeur Eric Nindou, qui tient la cellule de communication du président. Vous savez, nous-mêmes, nous ne pouvons pas être les acteurs de la communication, mais nous n'arrivons pas à communiquer. Et lorsque nous ne communiquons pas, nous sommes experts tous ici, la rumeur s'installe, les fake news s'installent, les fox s'installent, et là, la communauté ou la société est perdue. Je rappelle en passant ici, je ne sais pas s'il faut parler de compassion, mais je dis tout simplement ceci. Freddy Chiyoyo, Edmond Izouba, Jeff Caleb Obiang, en allant à l'Est en 2018, ils sont partis comme des journalistes, une précision de taille, pas comme des partisans. Arrêtez de présenter Freddy Chiyoyo comme un partisan de l'IDPS ou de l'INC. Ils sont partis couvrir la campagne électorale autant que Christian Lusapeno l'a fait. Ils ont fait leur travail et je pense qu'ils ont été payés pour ça. Ils sont revenus. Et avec celui qui était là avant, j'oublie encore le nom, celui que le président a mis de côté. Abraham Lokabanga. Lokabanga. Freddy a travaillé pendant 4 ans à la cellule de communication du président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici la situation. Nous l'avons décrit sur ce plateau. Le président a procédé à la restructuration de son cabinet à travers la réduction d'un certain nombre de gens. Vous avez vu qu'il y a des conseillers qui sont rentrés, qui sont à la maison. Il y a des gens qui n'ont plus de travail là-bas. Et ce travail a été également initié au niveau de la communication, de la cellule de communication, par le directeur Eric Nindou. Et d'emblée comme ça, ils sont une vingtaine. C'est que les gens, c'est vrai que Freddy a une forte notoriété, Chiyoyo, mais ils sont une vingtaine à qui l'on a notifié de la fin des services. On parle de 30, c'est 20. Oui, j'ai dit une vingtaine, c'est-à-dire qu'ils peuvent atteindre aussi 30, c'est-à-dire que ça est belé, et ça a Freddy. Et la situation se présente comme telle. Arrêtons de faire une fixation. Donc, ce n'est pas qu'on a remercié Freddy en monnaie de singe, quoi. Freddy Chiyoyo est d'abord, avant tout, journaliste.
Il n'est pas partisan ou militant du PPRD ni de l'INC. Et pour lui, Freddy ne peut en aucune seconde manquer de l'emploi. Journaliste, non. Il va soit aller à la cabinet, enfin au cabinet de l'économie. Et nous avons même parlé de sa situation, comme Freddy, comme Tito a essayé un peu de l'anticiper, il pourra être par-ci, par-là récupéré. Donc, n'en faisons pas un problème comme si c'était un problème particulier. C'est ça le problème avec nous les journalistes. Et pourtant, nous avons notre marge d'espace, de liberté, de mouvement. C'est ce qui fait de nous un peu journalistes. Molich, je parlais avec lui ici, Molich n'est pas du FCC, il n'est pas du PPRD. Même si des fois les points de vue se rencontrent, il n'a jamais été du PPRD du FCC. Jamais. Sur le plan idéologique, il se dit kabiliste. Voyez-vous. Mais il n'a pas une carte d'un parti politique. Donc ce sont de faire ces choses-là. Deuxième mise au point rapidement, madame. Les drapeaux qui se trouvent au niveau du palais du peuple. Je filmais ça le samedi. Et les gens qui veulent un peu défendre les choses et tout ça n'ont pas compris ma démarche. Le problème ici n'est pas le patriarche Mbosso, ni encore le prof Bati, qui sont des autorités politiques. Le Sénat, une administration, il y a un secrétariat général au Sénat, il y a un secrétariat général à l'Assemblée nationale. C'est des choses que les deux présidents ou les bureaux ou les députés ne peuvent même pas s'en occuper. Drapeau en attendant est commis en lambeau, drapeau est commis salité. Mais ils voient ça, c'est président. Justement, et c'est le symbole du pouvoir. On appelle ça palais du peuple. C'est notre palais à nous. Drapeau en est commis salité, monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale du Sénat, après mission, on se pour changer drapeau en attente. J'ai revu encore filmer, Torolobati pour changer. Le drapeau là coûte combien? Et cela va de soi avec tout ce que nous voyons, les milliers qui représentent les symboles du pouvoir public. Croisement à Sosa, force, devant le tribunal de grande instance. Bandumba la Kinshasa Bobenga Gabachel. Ils font leur sale besoin là-bas. À côté, il y a la police. En complicité même avec la police. Allez dans les sous-sièges qui sont devenus les lieux d'immoralité. Je connais le général Benjamin Alongaboni, un homme bien, mais un homme dur de caractère. Mon général, il est taillé kita, on peut sa instruction claire. Ma bêtise oyo, na ba immoralité ne peuvent pas continuer comme ça. Donc le secrétaire de l'Assemblée nationale du Sénat, changez le drapeau immédiatement après cette émission. Une dernière mise au point, excusez-moi, juste une seconde, c'est cette histoire des fameux articles sur Jeune Afrique par rapport à Jean-Pierre Bemba. C'est ça d'ailleurs notre premier. Oui, j'en entame alors si vous voulez. Oui, je pense que nous avons suivi le présidium de l'Union Sacrée. Ils ont parlé chacun. Kabou est revenu sur l'unité. Mais nous savons aussi que c'est des bonnes guerres. En face, justement, se trouvent les adversaires de cette organisation politique. C'est à l'UCN. Je ne cesse de le dire à Kabouya, je ne cesse de le dire à Bati, à Mbosso et les autres, d'organiser leur appareil communicationnel. Les 3 mai, nous étions ici, nous célébrions notre journée, l'exercice de la liberté de la presse. Mouyaya et Bosembe sont revenus là-dessus. Malheureusement, des gens qui relaient ce genre de fausseté. Bemba, c'est une autorité politique. C'est un membre du gouvernement, il a toute une cellule de communication. Je pense qu'il n'accorderait pas une interview à Jeune Afrique où il va s'attaquer aux collaborateurs du président de la République et puis interviewer dans l'habité sur les apps parce qu'on ne nous brandit pas l'interview. Il n'a jamais accordé une interview. Il n'a jamais accordé, il n'a jamais parlé de ça. Bemba exprime bien les Agaga. Bemba ne parle pas vraiment trop. Si vous le regardez, il n'est pas du genre blabla comme les Fayoulou, les Katumbi, tout ça et consorts. Même quand il n'avait pas encore rejoint Tshisekedi, il n'a pas trop parlé. Bazaïba se faisait passer comme une querelleuse là, tout ça, mais vous voyez que Bemba ne parlait pas trop, il était calme. J'ai dit à l'opinion que c'est une fausse information. Je vérifiais, j'ai appelé Médard, j'ai appelé tous les autres là, et ça le Kouta. On veut tout simplement mettre Bemba dans une posture. Pour moi, ce qui est dans l'autorité, ça peut m'irriter à niveau la bango, ça peut prêter à confusion et c'est pas bon. Donc Bemba n'a pas accordé une interview à Jeune Afrique. Ne croyez pas ça, c'est une fausseté, c'est un mensonge qui vient de l'opposition et malheureusement relayé par des journalistes entre guillemets, censés ne pas relayer des fake news et des blabla de ce genre-là. Merci également à Capella, très bien fait. Béton, tout ça, béton, il y a fatigué, mais béton, il y a fatigué. On a bien arrangé la route, il n'y a plus d'embouteillage, maintenant c'est bon. Alors, voilà les mises au point que je nous sommes dans ce sujet par rapport à cette mise au point. Comment ça vaut la peine, hein, cette réglementation par rapport aux réseaux sociaux, au niveau du ministère du numérique et puis du ministère de la communication et des médias? Comment expliquer que quelqu'un qui n'a même pas accordé une interview depuis qu'il a été nommé, et voilà, une fausse rumeur et ça fait le buzz, il y a la polémique à ces sujets. C'est ça un peu l'importance de cette loi sur le code numérique.
La République démocratique du Congo, ça fait un temps que les gens qui se disent journalistes ou avec l'évolution de la technologie, l'Internet et consorts, on peut facilement désorienter toute une population parce que on est mal intentionné, parce qu'on n'aime pas quelqu'un, on n'aime pas le régime, mais on ne sait pas qu'on déforme la population. Et voilà pourquoi je reviens, puis Gérard, quand il dit il faudra que réellement les services de communication puissent faire leur travail. Voilà. Parce que lorsque vous ne disponibilisez pas l'information à temps, il y a spéculation. L'infox va garder de l'espace. Comment expliquer un homme, je ne veux pas faire l'apologie sur le caractère ou les compétences que Jean-Pierre Bemba garde. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un, madame, qui a été vice-président de la République. Bien avant, Jean-Pierre Bemba a mené un mouvement politico-militaire. Et également, Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a subi, pour ne pas dire plusieurs pressions politiques. Il a fait 2 années à la prison internationale, blanchi. Il faut rappeler que c'est un ancien sénateur également. C'est pas n'importe qui. Donc pour parler, qu'est-ce que lui, il a gagné? Comprenez même la blague que le chef de l'État a fait en pleine réunion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bénir Jean-Pierre Bemba ici? C'est une blague, mais les lecteurs des signes peuvent comprendre que qu'est-ce qu'il a gagné à faire l'interview? Il n'est pas du genre de ceux qui pensent que s'il faut parler, il faut appeler la communauté internationale. Non. C'est parmi les trompes de politique que nous soutenons. Parce qu'il a un peu de confiance. Patrick Mouya ne cesse de dire du matin au soir que le journaliste, je dis bien, c'est un acteur, quelqu'un qui est appelé à avoir la bonne information et donner l'information au public. Jean-Pierre Bemba n'a apporté. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut que la cellule de communication de Jean-Pierre Bemba puisse faire un travail. Justement, ils ont démontré. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est très bien. Oui. Et ne pas toujours prêter attention à ces presses internationales, entre autres Jeune Afrique et consorts. Ce sont les gens, madame, qui sont payés par les multinationaux, sachant que le monsieur là, au niveau des défenses, en tout cas les aventures que le Rwanda, l'Ouganda, la communauté internationale ont toujours l'habitude de faire pour théâtraliser l'espace de l'Est de notre pays. Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'est pas pauvre, il n'est pas un demandeur d'emploi, mais il vient aujourd'hui servir son pays, où la plupart disent que quelqu'un qui était vice-président, il accepte de devenir ministre, mais on l'a vu en France. Donc pour répondre à ta préoccupation, madame, nous disons qu'il faudra que le journaliste, que le gouvernement congolais accompagne. Tout à l'heure, là, nous avons vu avec la loi Mouyaya qui est sortie, c'est très bien. Mais on attend encore aujourd'hui. Comment est-ce que les journalistes peuvent être pris en considération à travers ce qu'on appelle la subvention de médias? La Constitution est claire. Les structures privées qui travaillent dans le cadre de renforcer ou de formation, l'État congolais apporte un appui nécessaire. Et c'est pas comme ça. Donc, j'ai dit que nous devons faire un effort de créer, de capitaliser la cohésion que nous avons pour que la désinformation ne puisse pas garder de l'espace. Jean-Pierre Bemba n'a jamais passé l'interview quelconque et le temps que le journaliste congolais se mette ensemble pour que nous puissions défendre ne fût-ce que cet aspect, parce que c'est ça ce qui constitue la cohésion et l'unité de notre pays. Alors, Claude Molichou, vous avez aussi un commentaire à mettre par rapport à ces sujets. On a vu également le chef de l'État lors de la journée de la liberté de la presse qui a martelé aussi par rapport à l'Infox, à la fausse information. Il a appelé les journalistes à des débats sains. C'était le chef de l'État. Mais oui, mais il faut toujours s'attendre à ce genre de choses parce que nous sommes sur un terrain politique. Les journalistes sont toujours sur le terrain politique. Mais des gens qui sont bien formés, voilà pourquoi je salue la loi Mouyaya, la nouvelle loi sur l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, parce que nous avons milité pour ça. Il fallait vraiment amender la loi du 22 juin 1996, et aujourd'hui c'est chose faite. Maintenant, il faut miser sur la qualité des journalistes. Mes frères ici sont bien formés. Très bien formés, ils sont passés par l'école de journalisme. Puis Gérard qui est là. C'est quelqu'un dont les compétences sont vraiment indiscutables. Alors, nous savons que le travail des journalistes, c'est un travail de choix et de responsabilité. Nous aurons toujours à choisir.
mais dans la responsabilité. Il faut souligner le mot responsabilité. Mais, comme nous nageons toujours dans un océan politique, il faut faire attention avec ce genre d'intox ou d'infox qui viennent, excusez-moi si le micro ne passait pas, bon, je ne reviens plus sur ce que j'ai dit, mais nous devons rentrer dans la profession et être professionnels. Bien sûr, les tendances ne manqueront toujours pas, mais arriver jusqu'à publier une interview qui n'a jamais existé, qui n'a jamais été réalisée, et relayée par certains journalistes, bon, soi-disant. Ça, ce n'est pas honnête parce que l'authentification des faits fait partie de l'honnêteté aussi journalistique et nous devons être honnêtes dans ce que nous faisons. Mais les tendances politiques, il y en aura toujours. Les fake news, il y en aura toujours. Voilà pourquoi il y a toujours des cellules de communication dans chaque laboratoire politique, dans chaque structure politique, dans chaque ministère ou dans chaque service. Voilà, nous allons nous rendre à présent au Sud Kivu, à Kaélé. Je reste avec vous, Claude Molicho. Oui. C'est par rapport à ce drame, cette catastrophe naturelle, inondation, 400 morts selon le dernier bilan. Mais il y a une polémique par rapport à l'inhumation des victimes et aussi par rapport à la prévention des catastrophes. Venons-en d'abord à la première polémique, c'est par rapport à l'inhumation. On dit qu'il ne fallait pas qu'on puisse mettre tous ces cadavres dans une fosse commune. Alors que le pays, on a quand même une grande forêt où on ne peut pas manger du bois. Peut-être, je ne sais pas si on manque les moyens. Parce qu'aux dernières nouvelles, on dit qu'il y a une délégation du gouvernement qui est arrivée là-bas depuis hier. C'est le mardi qu'ils seront à Calais, parce que présentement ils sont à Bukavu. Le gouverneur ici qui a fait le déplacement de Calais, il est rentré à Bukavu pour acheminer la délégation gouvernementale jusqu'à sur les lieux de l'événement. Mais on ne doit pas enterrer des gens dans une fosse commune comme si nous étions dans une situation de guerre. C'est une catastrophe naturelle. Mais le gouvernement, nous avons tout un ministre des Affaires sociales. Au-delà de ce que vous venez de dire ici, la prévention des catastrophes, ça c'est encore des problèmes. Même à Kinshasa ici, on a connu combien d'incendies. Dernièrement, c'était à la boulangerie Pain Victoire. L'on a connu un incendie ici et partout ailleurs. Mais regarde, il n'y a même pas toute une politique de prévention. Pendant que nous sommes à Kinshasa, la capitale, la Fossorie à Calais, à plus de 2000 km de Kinshasa. Tandis vraiment dans des petits villages. Donc, c'est une zone montagneuse et quand il y a une forte pluie ou des fortes pluies, il y aura toujours des ruisseaux qui vont se créer, des petites rivières qui environnent les villages. On doit s'attendre à ces catastrophes. Maintenant, le problème se pose, c'est au niveau de l'organisation. Comment doit-on enterrer les gens avant l'arrivée de la délégation gouvernementale? Parce que le gouvernement, je suppose que le gouvernement est allé avec une assistance aux familles de victimes, parce que les victimes sont déjà, et même pour les funérailles ou les obsèques. Mais on enterre les gens dans une fosse commune, plus de 400 personnes. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de problème de morgue. Bon, peut-être. Il n'y a pas d'endroit où on pouvait les placer, les garder, oui. Au niveau de la province, quand même, il y a des recettes. Les Sud Kivu, c'est une grande province. C'est une province frontalière. On doit avoir des recettes. Si le gouvernement central traîne les pieds pour secourir les familles ou les victimes en question, le gouvernement provincial est là. C'est ça la décentralisation, c'est ça parce que le gouverneur représente les chefs de l'État en province. Ici, j'ai commencé d'abord par présenter mes condoléances aux familles des victimes, mais ça relance les débats sur la prise en charge des victimes ou des familles de victimes dans ce genre de catastrophes. Kinshasa a connu les mêmes problèmes. Vous vous souvenez des fortes pluies du 12 au 13 décembre 2022. Nous avons enterré des gens ici, c'est plus de 64 personnes. Et l'autorité suprême avait dit qu'on allait construire des maisons préfabriquées aux familles des victimes à Kinshasa. Jusqu'aujourd'hui, à 2 reprises, les familles des victimes sont venues me voir pour me dire Claude Molicho, la population. Jusqu'aujourd'hui, la promesse du chef de l'État traîne à se réaliser. Les maisons préfabriquées pour les familles des victimes des dernières pluies de décembre dernier à Kinshasa. Jusqu'aujourd'hui. On a connu plus de 3000 victimes de fortes pluies toujours à Kindu. Toujours au mois de décembre. Jusqu'aujourd'hui, ils restent sans assistance. La prise en charge. C'est ça le problème. Est-ce que le gouvernement est là pour le bien du peuple ou contre le peuple?
Mais regardez un peu les ministres, les sénateurs, les députés nationaux. Mais ce sont les gens qui ont l'argent. Mais au jour d'aujourd'hui à Kinshasa, une commune comme Mongafula, c'est les Mbao, les gens vivent dans la précarité. En cas de pluie, vous allez compter encore des morts. Parce qu'à la fin du mois, on a, toujours selon les données pluviométriques, à la fin du mois de mai, il y a toujours des fortes pluies avant le début de la saison sèche. Il y a toujours des fortes pluies. Nous devons nous attendre aussi à des catastrophes comme ça, encore à Kinshasa. Moi, j'ai dit toujours, le chef de l'État, quand il promet, ça doit se réaliser. Pourquoi ça prend beaucoup de temps comme ça? Des maisons préfabriquées, pas des maisons en dur, les préfabriquées. Il faut encore attendre combien de temps pour que ça se réalise? Même si on a entendu la concrétisation de la promesse de la journée dite fériée, le 6 avril pour les Kimanguistes, il a fallu attendre 2 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes au 5e mois depuis que le chef de l'État a promis les maisons préfabriquées aux familles des victimes de pluies diluviennes de Kinshasa. Merci Claude Molish. Alors, je termine par là, madame. Une minute, parce qu'ils ont eu beaucoup de temps. Tu l'as eu aussi. Tu sais, non, le premier sujet, je n'ai pas pris beaucoup de temps pour le premier sujet, pour les biscuits. Vous savez que le choléra, aujourd'hui, est en train de décimer à Lubumbashi. Là, en pleine ville de Lubumbashi. Le choléra, plus de 300 cas enregistrés dans moins de 2 semaines. 300 cas. Lubumbashi, moi, j'ai revenu à Lubumbashi il n'y a pas un mois. Mon frère puis Gérard, la saleté à Lubumbashi, jamais vu. Je connais bien Lubumbashi, mais on a coupé qui sont. Même au niveau de la grande poste, au niveau du centre-ville là-bas, la crasse. Mais vous dites ainsi que non, vous êtes l'autonomie là. J'ai la parole. Non, vous m'avez fait une mention. Oui. Je disais que ton ami, l'ancien kabiliste, comment il s'appelle? Kiaboula Wandani, qu'est-ce qu'il fait? Non, je me dis, il fait quoi ton ancien ami kabiliste? Et il est venu même, Kiaboula est venu même à Kinshasa dire au chef de l'État qu'il n'y a pas de maïs à Lubumbashi. Le chef d'État a beaucoup de choses à faire. Vraiment, vous quittez Lubumbashi, gouverneur, dans une province comme les Hauts-Katanga, pour dire au chef d'État maïs exact à Lubumbashi. Et le gouvernement central, les premiers ministres signent un ordre de mission de 6 ministres pour aller chercher le maïs. Viens dans Vital Obani Mabé. Vital Kamel Obani Mabé. C'est un mauvais départ. Vous n'allez pas chercher le maïs en Afrique du Sud pendant que Dieu a tout donné dans ces pays où il pleut, peut-être 10 mois sur 12. Non! Pigera, nous sommes tombés trop bas dans ces pays. Tout est vraiment mauvais, tout ne marche pas. Là, donc je ne sais pas comment nous devons nous en tenir. Vraiment, le pays est descendu trop bas. C'est malheureux, madame. C'est malheureux. Semble-t-il, bon, selon les informations d'un spécialiste dans ce domaine, et on dit qu'il existait un rapport qui date de 10 ans, qui avait prévenu cette catastrophe du Kaélé, mais que l'autorité ont négligé, voilà, Calais, voilà. Mais les autorités ont négligé. Bon, écoutez, je chute d'abord par là où Molish a commencé, pour lui faire comprendre que c'est le régime qu'il avait soutenu hier et qu'il continue à soutenir. Non. Qui sont à la base de 5 ans après. Attendez, d'une certaine situation. 5 ans après. Vous avez eu la parole. D'une certaine situation des choses aujourd'hui. Et lorsque ce régime de Tshisekedi est en train de faire beaucoup d'efforts, ça peut sembler ne pas être bien vu parce que la situation était tellement grave. Si ils nous avaient laissé un pays quand même assaini, je crois que certains problèmes ne nous attraperaient pas aujourd'hui. Vous parlez de ces rapports-là. Je me suis incliné devant la mémoire de mes frères et sœurs, de Sud Kivu. Vous parlez de ces rapports-là d'un expert. Moi, j'en parle beaucoup. Il y a un ami, John Utakabo, que je salue en passant. Il y a l'urbaniste, par exemple, Joël qui est là, et puis vous l'avez reçu ici, Fiston Ilang. Il ne cesse de revenir, il ne cesse de revenir sur ces problèmes de l'urbanisation de nos villes. C'est vrai, le relief naturel des Sud Kivu, Nord Kivu, tout ça, compte aussi au regard de comment est-ce que Dieu a créé cette zone qui est essentiellement ou totalement montagneuse. Mais on peut arriver à trouver des solutions. Si la Hollande a été construite par les humains et qui a été fabriquée, mais je pense que nous aussi ici, si nous étions, nous étions sérieux, nous n'allions pas arriver à toutes ces situations parce qu'on peut toujours prévenir. Vous l'avez dit il y a une année, le président est parti à Lemba là-bas, il est parti à côté de Mongafula avec tout ce qui a été créé comme catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Guy Luando, mon frère que j'aime beaucoup, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes ministre de quoi? Aménagement du territoire. Dans votre secteur, il y a vous, il y a toute cette série de ministères qui s'occupent de cette situation. Écoutez, nous ne pouvons pas continuer à mourir aussi gratuitement comme ça, même si c'était la volonté de Dieu. Moi, je suis fort convaincu que je pouvais prier Dieu pour changer cette volonté. Et il l'a fait avec Ézéchiel, est-ce que tu vas mourir? Mais il est revenu pour dire, je change. 15 ans, vous n'allez pas mourir. Parce que chez nous ici,
on n'arrive pas à prendre les choses au sérieux. Et le tout, c'est Tshisekedi. Moi, je me demande avec ce discours-là qu'on a évolué avec tous ces autres responsables institutionnels, tous ces autres qui ont une part de responsabilité quelque part pour l'avancement du pays. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça le problème. Le Sud Kivu, une province qui est maintenant querellée avec la démission du gouverneur, la réhabilitation du gouverneur, l'Assemblée provinciale fermée, les ceci, cela. Mais regardez des choses sur lesquelles ces institutions provinciales devaient prendre l'avant-garde pour essayer un peu de nous éviter ceci. On n'est pas dans une première catastrophe au niveau de Sud Kivu. Je crois, non, Molichou? Toi, tu es de l'autre côté. Oui. On n'est pas dans une première. On en a connu dans les années passées. Mais on en fait quoi, justement? C'est la grande question qu'il faut se poser. Et voilà l'endroit d'interpeller le gouvernement central. Il ne faudrait pas que mon papa, qui est aux affaires humanitaires, comment il s'appelle? Mon papa Modeste Moutinga, attende seulement pour amener les vivres frais, les sacs, les ceci, les cela. Or, gouverner en d'autres termes, c'est aussi prévoir. La grande question, puis Gérard, on a déjà inhumé. La catastrophe a eu lieu et la délégation, qu'est-ce qu'elle va faire là? Non, la délégation doit aller. Ce sont ce sont des familles qui n'ont pas tout entière. Attendez, ce ne sont pas des familles tout entières qui ont disparu quand même. Nous sommes dans une situation telle que, je ne sais pas vous, nous ici on a été au Sud Kivu, on a été à Bukavu, on connaît quelles sont ces morgues-là qui contiendraient des personnes mortes ou décédées dans ces conditions-là. Des gens sur le plan humain, ils poseraient un problème de décomposition, les problèmes de conservation. Il ne faudrait pas aussi qu'avec ces nombres élevés qu'on pousse aussi sur le plan environnemental, amener aussi d'autres problèmes. Mais si les victimes ont été identifiées, on ne pouvait pas attendre, on peut les enterrer et puis la suite va suivre. La suite qui suit, ce n'est pas par rapport aux morts, mais par rapport aux vivants qui sont restés, leurs familles et puis le reste des humains. Mais le fait qu'on ne concrétise jamais des promesses avec d'autres inondations, les familles qui sont restées là. Bon, écoutez, le gouvernement vient avec les moyens qu'il a. Je l'ai déploré ici, non? Moi, je n'ai pas dit autre chose, je l'ai déploré ici. C'est vrai, commençons d'abord par Kinshasa ici, où il y a aussi des problèmes comme ça. Jusqu'aujourd'hui, on nous appelle matin, midi, soir, Balobaki Boy. Mais le ministre Papa Modeste nous suit, qui cherche à trouver des solutions pour qu'on puisse indemniser, si vous voulez, assister ceux qui sont restés encore en vie. Voilà un peu la situation, comment il faut présenter. Mais nous déplorons cela. Nous voudrions que les institutions, notamment le gouvernement central et les différents gouvernements provinciaux, puissent chacun dans sa part de responsabilité faire quelque chose pour qu'on nous évite ces morts, déjà trop par les criminels Kagame, mais aussi ces morts naturelles qui pourraient bien être évitées. Par rapport à l'inhumation, vous n'avez pas évoqué, hein, comment est-ce qu'on peut mettre 200 personnes dans une... Est-ce que cette information est non, plus de 300, on les a tous enterrés dans une fosse commune? Oui. Il y a des images. Bon, je ne sais pas quelles sont les raisons qui prévalent par rapport à qu'on puisse arriver à faire cela, mais je pense que, humainement parlant, on ne pouvait pas faire ça. On pouvait même chercher un endroit où on érigerait un cimetière, à la manière de Kisangani ou des fois des victimes de tel, et puis on les enterre dignement. Mettre les gens comme ça, comme des animaux, c'est pas intéressant. Pas digne. Les bois ne manquent pas en RDC. Alors, comme toujours. Tité, par rapport à ce drame de Kaélé, on a même suivi la population du Sud Kivu qui interpelle même l'un de leurs qui est au gouvernement, et toi aussi, et vous aussi. Voyez un peu, quelle analyse vous faites par rapport à cette situation? Merci madame. Je crois qu'en tant que patriote, en tant qu'être humain, il faut toujours compatir aux familles qui sont éprouvées. Et cela doit également interpeller tout Congolais, surtout les gestionnaires. Je me pose toujours la question, est-ce qu'il existe un plan, je dis bien un plan de gestion des catastrophes en République démocratique du Congo? Si le plan existe, est-ce que nous avons réussi à inventorier les sites à problème? Et si le plan qui identifie les sites à problème existe, alors comment est-ce que le gouvernement compte s'y mettre pour réellement atténuer? Je parle même d'atténuation. Parce que s'il est question de chercher à éviter, les catastrophes naturelles sont de phénomènes, de moments qui existent, Dieu sait. Ça vient quand, oui. Mais au moins, le gouvernement peut s'organiser en évitant. Je prends l'exemple seulement de ces sites-là de Calais. Vous savez que lorsque l'organisation d'une cité n'est pas très bien organisée, attendez-vous chaque fois, madame, à des moments difficiles. Ça, c'est clair. Le point donc de division, la population
a construit, entre guillemets, dans les lieux peut-être interdits. On les laisse construire. Mais le problème, c'est d'abord la population elle-même. La population qui n'accompagne pas d'abord les gestionnaires. Qui octroie ces permis de construire? Madame, quand vous dites que c'est d'abord la population face à la pression. La c'est l'État pression, qui c'est accorde que aujourd'hui, le Congolais ont la tendance de tout construire. politiser. Même si nous sommes en face des données techniques, je suis tel. Alors que les régimes passés précédents ont interdit l'érection, ont interdit la construction. Peuple congolais. Et au finish, tu sais que dit Taleb Makamboul. Kabila Taleb Makamboul. Et nous, les journalistes, on ne peut pas passer tout notre temps avec les récidivistes qui reviennent chaque fois au même erreur. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Peu importe, la mesure peut être drastique. Pas ce que Ngobila est en train de faire aujourd'hui. Non. C'est bien. Mais il le fait sans âme. Comme à Lingola, par exemple, un garçon John qui se vient pour détruire. Je suis désolé. Même des lions, on le dit de ne pas détruire. Il détruit parce que je suis le porte-parole, quelque chose du gouverneur. Madame, la gestion, j'insiste très bien sur la gestion des catastrophes doit obéir à un certain nombre d'effets. Et partant de ça, le gouvernement maintenant, actuel, avec les moyens qu'il a, vous savez qu'aujourd'hui, le gouvernement a beaucoup de problèmes. Face à la tension sociale, au niveau des régies, au niveau des lessus, au niveau de l'Assemblée, les salaires des gens, bientôt les élections. Tous ces signes ça dérange également au niveau de la boîte noire. Là, nous sommes au niveau de la gestion de la chose publique. À cela s'ajoute la gestion des catastrophes. Est-ce qu'il faut enterrer les gens, chacun avec son trou particulier, ou il faut enterrer les gens dans une fosse commune? Est-ce que le problème, c'est là? Moi, je pense que le vrai problème, madame, il faut d'abord mettre du sérieux. J'ai eu la chance de travailler dans un programme au niveau de Kalini sur la gestion des catastrophes, l'homme sur mesure des érosions. Madame, il faut, je dis bien, éviter à ce que le riz ait une position, une direction directe. Dans la gestion des catastrophes, il faut toujours, au monde des eaux zigzag. La première des choses, pour empêcher la pression de l'eau, au sein de la bâtira, c'était. La bâtira, s'est orientée comment? Il n'y a pas un plan donné. Et aujourd'hui, maintenant, le gouvernement est devant plus de 400 personnes. Ce sont des gens qui sont partis. Ça doit maintenant nous donner l'intelligence, comme Pierre Girard a dit. Il faut que le ministre de l'Aménagement du Territoire nous c'est maintenant qu'il doit se réveiller. Un plan, je dis bien. Mais on nous a parlé des warriors. Où sont les warriors? Un plan, je dis bien, un plan qui renseigne clairement comment est-ce que la gestion des catastrophes peuvent être placées pour que les sinistrés ne puissent pas vivre ces problèmes. Donc, nous sommes en train de compatir avec le peuple congolais, mais que le gouvernement prenne sincèrement ses responsabilités. Quand je parle du gouvernement, y compris l'administration. Parce que je ne veux parler du gouvernement, tout sur le Premier ministre, mais également l'administration locale également. Deux gouvernements fournissent de propositions. Donc voilà, madame. Merci, Tite Lordoucero. À Bujumbura, 11e sommet des chefs de l'État, bien qu'aujourd'hui c'est la SADC, à Windhoek en Namibie. Non. Il n'a pas parlé deux fois. Il a parlé deux fois parce que quand il a pris la parole, il a enchaîné, vous avez enchaîné avec les sujets décalés. Non. Vous avez eu tout le temps. Il n'a pas pris la parole. Dans vos discours, vous avez eu trop de temps. Moi, j'ai alors, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à... Si. Une seule prise de parole. Peut-être vous avez oublié. Non, pas une fois. Mais je vous dis. Mon lit chaud. On se rend à Bujumbura. On a vu les discours du chef de l'État. Il a condamné, il a dénoncé le fait que les signataires ne respectent pas les engagements pris. Il a cité nommément le Rwanda et avec les F-23. Et on a suivi les autres chefs qui ont appelé à un dialogue avec le Rwanda, à la désescalade. Et quels commentaires ça vous inspire? Beaucoup de gens disent qu'on ne s'y attendait pas, il fallait qu'il y ait des condamnations. Madame, c'est désolant, c'est décevant avec ce que nous vivons dans notre pays. Peut-être que les gens vont croire comme si nous sommes contre la République ou contre les chefs de l'État. Non, nous ne sommes pas contre les chefs de l'État. Mais tout ce que nous disons, tout ce que nous proposons ici n'est pas... On ne tient pas en compte de tout cela.
Bon, avant d'attaquer la question sur Bujumbura et Sadek, je signale qu'au moment où nous parlons ici, on a suspendu le trafic sur la nationale numéro 5, la RN5, entre Bukavu et Uvira. Au niveau de Kitemecho, c'est une petite localité, un petit village, où vraiment il n'y a plus de passage. Alors, je me pose la question, comment, parce qu'il pleut encore abondamment dans cette zone-là, comment la délégation gouvernementale... Qui a suspendu? Oh là, c'est qui ce que j'ai dit? C'est les gouverneurs progressistes du Sud Kivu, le gouverneur. Ensuite, parce qu'il y a eu coupure du trafic à ce niveau-là. Bon, venons-en maintenant à la 11e réunion de Bujumbura. Vous savez que la réunion de SADC, ce n'est pas mauvais le fait que les chefs d'État aillent partout parler ou faire la fixation sur les Rwandais qui nous agressent, c'est bien bon. Mais on a proposé au chef de l'État depuis longtemps qu'il faut opposer un rapport de force à ces agresseurs, les Rwandais et les M23, à l'ère dépendant les M23. Il faut aussi être prêt, hein? Mais oui, madame, quand on se fait enrôler dans l'armée, c'est pour faire quoi? C'est pour faire la guerre. C'est pour faire la guerre. Et moi d'abord, je me dis que le chef de l'État a beaucoup de chance parce qu'on a déjà vécu cette expérience en 2013 avec Joseph Kabila Kabang qui a monté un plan de guerre et pour dire que non, fini les négociations de pourparlers, non, il faut faire l'essentiel, il faut faire travailler les forces armées. Parce que l'essentiel c'est quoi? C'est de recouvrer l'intégrité territoriale. C'est là où on ne comprend pas aujourd'hui. Avec les gens de l'UDPS. Peut-être que les stratégies sont en train de se poser. Non, vous avez toujours dit ça, non. Est-ce qu'il faudrait-il attendre le recrutement de ces jeunes qu'on est en train de former, soit dans le Congo central ou soit dans les Olomami, pour revenir, pour faire la guerre? Non. Nous avons une armée. C'est question de la motiver et de bien l'organiser. C'est ça le problème. Ma chère, nous pouvons aller de dialogue en dialogue, de forum en forum, de réunion en réunion. Mais si là-bas, vous sentez vraiment qu'il n'y a pas d'avancée, mais l'ultime recours, c'est de faire la guerre. Je me souviens ici, après, quand le chef d'État s'est déplacé à Luanda, d'Angola, pour faire l'évaluation des processus de Luanda et de Nairobi, pendant que les FARDC avaient déjà capturé 2 éléments rwandais sur notre sol, du côté du Nord Kivu, et Kagame, comme d'habitude, il n'a pas fait le déplacement de Luanda. Il était chez lui à Kigali et il a demandé à ce qu'on puisse libérer les militaires rwandais capturés au front. Et ça a été fait. J'étais mal. Ces jours-là, on a pongité, madame Gisèle. Pongité. Des gens capturés sur les fronts de guerre, des gens qui nous agressent. Mais Kagame, chez lui, là, à Kigali, il vous a pas dit que bon, libérez Bango. Et puis pour libérer Bango. C'est une preuve tangible que nous sommes agressés. Merci, Maurice. Non, mais je n'ai pas encore fini. Aujourd'hui, encore à Bujumbura, Kagame s'est absenté. Il savait que le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, allait venir participer à cette réunion parce qu'il fallait évaluer l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba, dont le Rwanda est signataire et il a des responsabilités parce que cet accord-là définit les responsabilités et du Rwanda, de l'Ouganda, même de la RDC et de tous les pays de la région. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que les Nations Unies, qu'est-ce que la communauté internationale a-t-elle fait pour sanctionner le Rwanda, qui n'est pas venu encore à ce grand rendez-vous? Pendant qu'il était question d'évaluer, il a la responsabilité dans l'application de cet accord, l'accord cadre d'Addis Abeba. Donc vous aurez à constater avec moi, madame Gisèle, que le Rwanda est en train de nous narguer et c'est à nous de comprendre qu'il faut faire la vraie guerre. Guerre pour recouvrer l'intégrité territoriale. Mais si l'UDPS ne comprend pas cette logique-là, on ira partout. Il n'y aura rien qui va changer. Merci. Puis Gérard, on parle d'un discours vide du chef d'État parce que Kagame n'était même pas là. Même les médiateurs au Kenyatta non plus. Alors, le chef d'État s'est adressé à qui? Bon, je ne cesse jamais de dire à Molucho, Molucho doit subir une déprogrammation et puis on doit les reprogrammer. Parce que il est dans son monde à lui, tout ça, ainsi de suite. Il sait très bien que lorsque on est élu président de la République, on ne fait plus partie de son parti politique et je ne sais pas qu'est-ce que l'UDPS vient faire dans ces sujets. Le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, n'est pas de l'UDPS. Le président de la République n'est plus président de l'UDPS. Alors, qu'est-ce que l'UDPS vient lorsque nous parlons de choses aussi sérieuses comme ça? Je suis quelque peu d'accord dans certaines choses qu'il a dites. Ça c'est certainement vrai. Moi, je crois que l'absence, par exemple, de Kagame au cours de ces sommets
l'absence de Ruto, le fameux pasteur qui nous a brandi la grande prière, quand il priait pour ses troupes kenyanes avant de venir ici, Ruto n'est pas venu. Parce qu'il est aussi déçu par la démission du commandant de l'EAC qui est d'origine de son pays. Et moi, je crois que... Mais il a changé un autre commandant sans pour autant informer le gouvernement congolais. Moi, je crois que le président a été clair. Lorsque Moluchu croit que le discours n'a pas été entendu, écoutez, nous sommes dans un rapport de force, nous sommes dans un univers où le rapport de force sur le plan international ne se fait passer que par les discours. Vous suivez Zelensky, tous les jours, il ne fait que parler. Hein. Il ne fait que parler et le monde entier le suit, il écoute ce qu'il dit. Les mêmes discours, on répète à chaque fois. Nous sommes devant une même situation, c'est que nous sommes agressés par les Rwandais. Nous sommes agressés par les Rwandais. Mais ça aussi, c'est mon analyse personnelle. Je crois qu'au finish, il faut faire la guerre avec les Rwandais. Ah, maintenant, vous nous donnez raison. Non, je ne vous donne pas raison. Vous. Oh. Ça, c'est depuis toujours. Depuis toujours, on a suggéré que... pas de désordre, s'il vous plaît. Écoutez, le problème, ce raisonnement ou cette analyse, elle est toujours faite par plusieurs personnes, par plusieurs compatriotes. Moi, je l'ai toujours aussi fait. Nous sommes en guerre dans ce format où nous nous battons contre les supplétifs du M23 qui en réalité ce sont des Rwandais. Hein, quand je vois les pauvres Ngoma en train de parler, le malheureux, je dis que ces messieurs tout simplement maudits. Et donc à un moment donné, il faut vraiment, les questions militaires ne s'abordent pas ici, madame, de cette manière-là. Lorsque je vous attends dire il faut avoir les moyens, est-ce qu'on est prêt? Mais même si on est prêt, on ne viendra pas vous le dire ici sur le plateau. Nous sommes une armée. Nous sommes un pays souverain, nous avons les services de renseignement, mais on ne viendra pas le dire ici sur le plateau. Que nous sommes prêts, nous nous sentons. Non. Les questions militaires, la communication militaire, elle est différente de la communication politique. Voilà. Elle est différente de la communication politique, madame, ne vous en faites pas. Et puis, j'en fais mieux le général Ekenge, je l'ai suivi. Hein? Cette façon de présenter les choses chez nous, nous sommes le seul pays au monde, on peut dire, un militaire, a bombardé, il s'est fait filmer lui-même, il balance la photo. Ou on achemine les matériels militaires, on filme, on balance et tout ça, ainsi de suite. Ça ne va pas. Ça ne va pas, madame, ça ne va pas. Je ne sais pas comment, que font nos services de renseignement à ce stade-là. Et donc, l'hypocrisie de la communauté internationale. Les voyous ici de Kagame, tous ces autres présidents-là qui entourent notre pays, qui sont des hypocrites en réalité, même les Museveni, là, les Ruto et consorts, tous des hypocrites. Moi, je me dis, la force de l'EAC doit partir. Soit ça change l'objectif, soit ça part. Parce qu'il y a déjà la MONUSCO, la brigade d'intervention est venue ici, on ajoute encore toutes ces troupes-là et consorts, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on nous met dans quelle confusion. Mais seulement, j'en appelle à la conscience du peuple congolais. Boye Baké, on continue dans le complot qui a suivi 11 jours après notre indépendance. Toujours l'indépendance le 30 juin. Le 11 juillet, Belge, Bakédé, Goluka, sécession katangaise et Salemo. Ce complot-là est toujours d'actualité par rapport aux Occidentaux. Le plus important ici, c'est que nous puissions avoir un discours cohérent, nous puissions avoir permanemment cette conscience nationale que cette menace de la balkanisation pèse toujours sur notre pays. Et sur le plan interne, nous devons avoir une unité. Pas de responsables politiques, entre guillemets, où je vois même certains parlementaires tenir des propos qui sont des propos séparatistes, des propos irresponsables, venir des parlementaires qui se disent députés. J'ai failli placer un autre mot, mais nous devons avoir des gens qui, au-delà de l'opposition, au-delà de la contradiction des idées, que nous puissions comprendre que nous n'avons que le Congo. Même si aujourd'hui Tshisekedi ne sera pas là, si Fayoulou venait, si Moïse Katumbi venait, ou si qui venait, sauf Kabila qui ne peut pas rentrer, je pense que sur ce point-là, il n'y a aucun texte qui interdit à Joseph Kabila de se présenter comme candidat. Kabila ne pourra plus rentrer au pouvoir. Je pense que celui qui viendra ne doit que trouver ce Congo sur lequel il doit régner. Mais lorsque vous vous accompagnez M23, lorsque vous vous accompagnez des discours irresponsables tels que je les trouve,
dirigeant Bokango, bon dirigeant on Ndengenin. Merci. Alors, merci, puis c'est ça le problème. Justement par rapport au non, il faut lire les textes, bien lire les textes. Les textes légaux, la constitution des droits de l'homme. Il n'y a aucune disposition qui interdit un sénateur à vie ou un ancien chef de l'État de devenir comme candidat président de la République. Nous sommes intellectuels, mon frère. Alors, par rapport au discours, justement, vous ne trouvez pas que même le chef, partout il va, il condamne le Rwanda, vous ne trouvez pas qu'il doit aussi changer son discours devant toutes ces instances? Je crois que P. Gérard a été tellement clair que je n'aurais que juste besoin d'une minute. La messe a été déjà dite. Le problème, c'est que je veux vous référer au niveau sur la gestion de l'Haïti. C'est un pays connu. Comment la France et les États-Unis s'organisent pour créer l'instabilité dans ces pays. S'il n'y a pas de coup d'État, il y a soit disparition d'un chef militaire, soulèvement, des histoires comme ça. C'est-à-dire, on veut toujours maintenir l'instabilité. L'objectif, c'est quoi? C'est que ce pays-là ne puisse pas tenir. C'est aussi comme la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'il nous faudra beaucoup d'efforts, en commençant d'abord par les journalistes. Nous, aujourd'hui, vous avez vu P. Gérard et Molicho. En tout cas, ça fait du beau. Aujourd'hui, ce sont les idées. Je l'ai discipliné. Aujourd'hui, c'est les idées. Et si je l'ai dit, excusez-moi de le prendre, parce qu'aujourd'hui, ensemble, nous avons résolu, en tout cas, de parler rien que du Congo. Qu'est-ce qu'on peut laisser pour nos enfants? Parce que la messe, les multinationaux se sont déjà organisés. Et le Rwanda, le président rwandais, lorsqu'il est parti au Bénin, il a été clair, il dit, aujourd'hui, j'ai besoin de terre, ma belée à Congo. L'intention qu'il avait eue en cherchant à construire de maisons avec ses génies civils au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo pour permettre aux sinistrés, tout le monde a compris qu'il était question de chercher à loger les gens qui posent problème sur l'immigration en Angleterre. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que le Congo doit faire? Je crois que je termine par là. La première des choses, nous devons bâtir une cohésion. Que le gouvernement s'organise. Conscience avec nationale. Un dialogue. Je suis très sérieux. Tout ce qui est comme propos qui peuvent mettre les gens à côté, en tout cas, évitons cet aspect. On n'a pas besoin des élections. Ils profitent des élections pour nous empêcher de s'organiser. L'heure est arrivée, donc, il faut chercher Kabila. On n'a pas besoin des élections, on peut faire même il faut chercher Faïlou, il faut chercher Kabila, que nous puissions discuter. Et c'est après, parce que tout le monde est en train de parler. La démocratie doit respirer. Pour faire la guerre contre le Rwanda, madame, pour faire la guerre, j'ai dit, j'insiste bien, pour faire la guerre, il faut beaucoup d'intelligence et de moyens. Nous n'avons pas encore aujourd'hui de moyens militaires, parce que tout ce qui s'approche de la RDC, le Rwanda l'a dit parce que la loi de programmation a placé une avancée militaire au niveau de la Centrafrique pour empêcher la progression comment on appelle ça, de risque. Et il a aujourd'hui la sympathie de la communauté internationale à telle enseigne que peut se dire je peux entrer en République démocratique du Congo comme je veux. Jean-Pierre Bemba a alerté. Il y a encore de mouvements vers là. Hier, c'était le samedi, le vendredi, au niveau de Kindu par exemple. Vous avez vu, le maire de la ville a crié. Il y a eu incursion, on n'en parle pas. Les frères des soins fait travail. Donc, on veut maintenant faire quoi? Créer des troubles partout pour pousser la République démocratique du Congo à négocier avec les rebelles. Or, la République ne va jamais négocier avec les rebelles. Si on négocie avec les rebelles, c'est que nous avons vendu le pays. Donc, organisons-nous pour qu'ensemble nous puissions prendre une option la meilleure. C'est quoi? C'est de s'organiser, de parler le même langage. Voilà, l'émission est finie. Non, une phrase, madame, si vous le permettez. Je voulais dire à Tito, non, une phrase, je voulais dire à Tito. Je voulais dire à Tito ceci, il y a ceux qui nous suivent, Molicho c'est mon ami, et on s'aime très bien, mais avant l'émission, la discipline qui est là, et puis si tu es devant ton chef hiérarchique, ça les rêves, dans les débats, il y a pas de discipline. Dans les débats, Kabou a rencontré Mwandase, mais ce n'est pas autour de tout ce qui se raconte. Ils ont parlé, oui, non, ce n'est pas autour de tout ce que j'ai vu dans les réseaux. Certainement qu'Augustin Kabou va faire un communiqué qu'il pourra dévoiler c'est à quoi ils se sont échangés, mais ce sont des leaders politiques. L'histoire du gouverneur de Kassa Oriental, ceux qui n'ont pas double compte, tout ça. En tout cas, Kabou, il n'y a rien à voir. Je ne sais pas pourquoi. On laisse les gouverneurs qui, entre guillemets, si c'est vrai que Azoï Bambo va je termine par là. le nom de Kabouya est là. Kabouya comme chef d'un parti, il ne peut qu'accompagner
partisan et parti comme la responsabilité. Mais qu'est-ce que Kabouya a à voir dans une histoire où c'est fini. Et puis Gérard est venu parler de Kabouya ici. Non, mais c'est la fait. Non, je ne suis pas d'accord avec Tite qui dit qu'il n'y a pas une question d'élection, pas moyen pour faire la guerre. Non. On va revenir sur Nous avons besoin des élections. La démocratie doit rester. On a besoin des élections. La démocratie doit respirer. Le 20 décembre, il y aura une élection. Tu veux parler de 1 milliard de programmation. Tu peux te tranquilliser. Le 20 décembre, il y aura une élection. Puis Gérard. On ne peut pas compter avec ton Kabila qui ne reviendra jamais au pouvoir. Kabila ne reviendra jamais. Kabila revient au pouvoir parce qu'il a les droits. Les textes lui donnent ces droits-là. Il va déposer sa candidature où? S'il vous plaît. On s'en fait enrôler les jours de dépôt de la candidature. C'est là-bas qu'il est dit. Merci Tite. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. L'émission est finie. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Merci à Doudou Montiro, l'homme de Mongafuna.